C'est en 1981, il y a exactement 40 ans, que Martine Doitier a réalisé, à la demande de la ville de Nice, l'affiche de son carnaval. Cette très originale artiste, dont l'œuvre semble revisiter les maîtres baroques et maniéristes, va créer pour cette affiche un univers singulier qui fait appel aux traditions et aux figures de l'un des plus vieux carnavals du monde. La première mention écrite du carnaval de Nice est due au comte de Provence, qui, en 1294, vint passer les fêtes de carnaval dans sa bonne ville de Nice. Mais cette fête existe depuis beaucoup plus longtemps. Anne Isidro, fille d'une lignée de carnavaliers depuis 1897 et grande spécialiste du carnaval, en évoque l'histoire et la symbolique. C'est un petit roi, c'est ce mannequin bourré de paille et de sang qui est berné par les pêcheurs. Donc une tradition d'abord locale. Et voilà qu'on va se trouver en fait dans cette symbolique profonde du carnaval qui est le monde à l'envers. Le carnaval, c'est une sorte de psychodrame qui a lieu pendant 40 jours entre l'épiphanie, le 6 janvier et Mardi Gras, où en principe, selon les régions, on va jouer des scènes, où on va mettre le roi, les esclaves, enfin, dans le passé les esclaves devenaient les maîtres, le roi était au service des esclaves, enfin, et la nature, les animaux devenaient les maîtres sur les hommes, etc. Et le paillasse, il est là, parce que là on voit des mannequins qui sautent en l'air. Donc cette tradition du paillasse berné, c'est un mannequin bourré de paille et de chiffon que les pêcheurs d'histoire, ils s'habillaient en blanc, donc elle a repris le thème du costume blanc. Il faisait sauter un mannequin bourré de paille et de chiffon dans un drap, qui montre cette tradition. Et c'était, la symbolique, c'est une communication entre le monde des esprits des ténèbres et le monde des esprits célestes, parce que le carnaval, c'est l'époque de médiation entre l'hiver et le printemps, pour essayer de faire arriver le printemps et pour exorciser à la fois la peur de la mort, peur du temps qui passe, voilà, pour que le beau temps revienne et que la végétation puisse à nouveau nourrir les tribus, parce que cette tradition remonte quasiment au temps préhistorique selon certains. Arlequin est un avatar de l'homme sauvage, que l'homme sauvage, la tradition c'était que les âmes des morts, à partir du 6 janvier, remontent à la surface de la terre, et qu'il faut donc protéger le corps par une éventuelle pénétration du souffle des âmes des morts. C'est pour ça qu'on va porter un masque grotesque pour faire peur, repousser les âmes des morts, protéger le nez, protéger la bouche. Les oreilles, ça va être le charivari avec la musique des ténèbres. La fête de carnaval s'est tenue tout d'abord dans les rues de la vieille ville, puis sur le cours Saléa. À partir de 1873, grâce à la création d'un comité des fêtes, le carnaval de Nice prend des allures plus somptueuses. Le comité érige le carnaval en grand spectacle avec des concours de chars et des défilés, et organise en 1876 la première bataille de fleurs. Nice est alors devenue une ville de villégiature très prisée. Elle est fréquentée pendant l'hiver par d'importantes communautés étrangères et la renommée de son carnaval s'étend à toute l'Europe. C'est à partir des années 1880, sous l'influence d'Alexis Mossa, puis de son fils Gustave Adolphe, que naît une iconographie de carnaval aux allures oniriques, aux formes rabelaisiennes et à l'esprit satirique. Les affiches de certains carnavals ont été réalisées par de grands artistes, tels Gustave Adolphe Mossa, peintre symboliste et grand carnavalier, le grand peintre et affichiste Jules Chéret, ou François Serracchiani, ou Raymond Moretti. Il est à noter que Martine Doitier, en 1981, est la toute première femme à en réaliser l'affiche, et ce dans un univers carnavalesque dans lequel les rôles créatifs, à cette époque, sont exclusivement réservés aux hommes. Dans une interview télévisée pour France 3,
Martine Doitier parle de son affiche et de son rapport à ce monde de la fête. Dans lui, vous avez plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a une époque où le carnaval, vous aviez en réalité deux sociétés. La bourgeoisie qui fêtait le carnaval d'une certaine façon, c'est-à-dire avec des bonbons, des costumes, des tas de choses comme ça. Et vous aviez ici en vieille ville ce qu'on appelait les babazous qui, eux, employaient les moyens qu'ils avaient, c'est-à-dire des fèves, des choses comme ça, des tomates, des vieux citrons ramassés par les paysans dans les chemins, etc. Alors donc, ce personnage, lui, a sur sa tête le bonnet des pêcheurs. Il a aussi l'anneau des pêcheurs. L'étole de l'arlequin, parce que Arlequin aussi fait partie de la fête. Et son costume, à lui, c'est un costume de bourgeois, c'est-à-dire tout à fait dentelle, etc., etc. Donc, c'est un personnage multiple. C'est lui qui représente ces trois sociétés, du moins ces deux sociétés. L'autre élément qui, lui, décide aussi de la foule, de cette fête, c'est le canon, qui lui envoie les confettis. Ça, c'est le démarrage de carnaval. Et puis alors, il y a deux autres choses qui sont aussi importantes. C'est en réalité l'aigle, avec la rapapignata qui, elle, est la force obscure, de l'ombre, etc., etc. Bon. Puis en dessous, alors vous avez, disons, les anecdotes. Je raconte un petit peu ce qui se passe dans le carnaval. C'est-à-dire que là, par exemple, pour moi, il y a une chose importante. La ville de Nice, c'est une ville de voyage. Et vous avez un roi des voyages qui est sur un avion, enfin, si on peut appeler ça un avion, mais c'est un avion. Et puis là, par exemple, c'est la reine Carnaval, qui était, elle, répudiée un an après son mariage. L'année suivante, elle est revenue avec 24 bébés dans son panier, en disant, bon, je suis là, je m'impose, maintenant j'ai ma progéniture, et il faut que je continue à être la reine Carnaval. Alors, justement, j'ai pris le problème totalement à l'envers. Il y a quelqu'un qui dit une chose qui, pour moi, a été importante, c'est Jean Dubuffet qui dit, je ne veux pas brouiller ma mayonnaise. À force de voir trop les images des autres, on finit soi-même par plus savoir où on en est. Alors donc j'ai évité totalement justement de trop m'intégrer dans toute cette histoire. J'ai quand même fait une chose, disons, au niveau des anecdotes, etc., etc. J'ai lu le bouquin d'Annie Sidreau, qui lui est un bouquin absolument d'une richesse extraordinaire. Pour réaliser l'affiche, Martine Doitier a mené des recherches approfondies sur l'iconographie traditionnelle du carnaval. Elle a également réalisé de nombreuses esquisses, croquis et dessins préparatoires pour mettre au point ces personnages et leurs mouvements. L'analyse de ces archives permet ainsi de prendre la mesure du très important travail de réflexion et de préparation qu'elle a effectué pour donner à son affiche tout le sens historique qu'elle voulait lui conférer. Le thème du carnaval devait l'intéresser depuis longtemps, car 8 ans plus tôt, en 1972, elle avait peint un tableau, dans une facture différente, qui montrait un char de carnaval en cours de réalisation dans un atelier de carnavalier et qui était consacré au Tartarin des mers. Clin d'œil habituel dans les œuvres de Martine Doitier, Tartarin a ici le visage de son marchand de l'époque, Frédéric Altman. Il se pourrait que Martine Doitier ait aussi été inspirée par une aquarelle de Gustave Adolphe Mossa, réalisée pour l'affiche du carnaval de 1915 et dans laquelle une reine est représentée sur la plage de Nice. En effet, tout comme dans son affiche, le sujet principal monumental se tient debout et domine les nombreux petits personnages qui s'agitent à ses pieds. Coïncidence étonnante, en cette année 2021, tout comme en l'année 1915, le carnaval de Nice a été annulé. Il est à noter aussi que l'aquarelle de Mossa, utilisée pour l'affiche de 1915, a été acquise par Jean Ferrero, qui était le mécène de Martine Doitier. Mais dans l'affiche de Martine Doitier, les dizaines de petits personnages qui se tiennent au pied du roi sont beaucoup plus définis que dans l'affiche de Mossa, dans laquelle on ne reconnaît dans la foule qu'un Pierrot, des Niçoises en costume traditionnel et un poilu de la Grande Guerre en uniforme bleu horizon. Heureusement, de nombreuses photos montrant les étapes successives de la réalisation de la peinture de Martine Doitier ont été prises à l'époque. Dans la toute première, on distingue la mise en place des volumes au crayon. Le personnage principal est en marche et tient ses mains en avant, laissant présager qu'elles vont bientôt tenir quelque chose. Puis les premiers coups de pinceau sont consacrés à l'aigle niçois. De photo en photo, il impose sa sombre présence. Selon la technique chère à l'artiste, chaque détail peint est aussitôt terminé
Et dès que l'aigle est achevé et ses serres refermées sur les boulets de canon, c'est la reine Carnaval, située juste au-dessous de lui, qui est peinte avec ses nombreux bébés. Le visage du roi Carnaval apparaît comme une figure presque grotesque, à grosses joues et au menton saillant. Il arbore un sourire en forme de rictus et entr'ouvre ses lèvres rouges pour laisser voir ses petites dents blanches. Le souverain est simplement coiffé d'un foulard à grelots. Sa couronne est encore posée par terre et 2 ouvriers s'activent pour la terminer. Elle est sertie de pierres précieuses, rubis, opalines et saphirs. Un carnavalier, qui se tient à l'intérieur, reçoit un pot de peinture rouge que lui tend un collègue qui a été identifié comme étant le père de l'historienne du carnaval Annie Sidreau et grand carnavalier. Le roi est richement vêtu et ses épaules sont recouvertes d'une étole d'arlequin dont il agite les nombreux grelots. Il apparaît comme un personnage fantasmagorique qui tient dans ses mains des petits polichinelles souriants ou grimaçants, qui semble peu content d'être retenu et qui tente de s'échapper en sautant dans la foule. Ses jambes puissantes pourraient mettre en danger toutes celles et ceux qui s'animent à ses pieds, tel un gargantua, ne regardant pas où il marche. Son pied gauche menace directement la reine, encombrée de la marmaille qui repose sur son ventre, et elle tient serré un petit homme, coiffé d'une drôle de couronne, et qui semble bien blême et effrayé, en chaussettes jaunes à rayures et blotti dans son berceau. Sur la plage, l'agitation est à son comble. Le payasso est lancé dans les airs. Les musiciens soufflent dans leurs instruments traditionnels et défilent. Un officier en tenue essaie de maîtriser un âne qui se cabre, tandis qu'un autre tente de désarçonner le général Masséna. Des pierrots aux grands yeux noirs sautent en tous sens, et un âne vient d'envoyer par terre un 3e militaire. Chaque personnage de cette foule multicolore raconte ainsi une histoire différente, et cet ensemble montre le goût prononcé de Martine Doitier pour la richesse de l'anecdote et pour la précision des détails. Pour moi, j'allais dire, je dirais pas que c'est l'essentiel, mais la toile n'aurait aucune raison d'être si ces détails ne la construisaient pas. Comme je vous disais tout à l'heure, je pense que pour moi, ces détails sont aussi importants qu'un paragraphe de livre en supposant qu'on décide de l'ignorer, de le rayer, de l'enlever, ça enlèverait quand même une partie peut-être très intéressante du livre lui-même. Je pense que de décrire, moi je décris ça avec des pinceaux, ne serait-ce qu'un vêtement, s'il y a 2-3 boutons pour moi c'est l'essentiel parce que ça affirme, ça confirme au moins l'idée générale que j'ai voulu donner à la toile. Annie Sidreau, historienne du carnaval et qui en connaît toutes les arcanes et toutes les histoires, va nous aider à identifier quelques figures importantes de cette œuvre. Donc dans ce monde à l'envers, en 1875, les auteurs de ce char vont trouver cette symbolique profonde de Nice, c'est-à-dire l'aigle face à la chauve-souris, la ratapignate. Pourquoi ? Parce que l'aigle symbolise un symbole masculin, le père, celui qui peut regarder le soleil droit dans les yeux. Et la ratapignate, c'est l'impératrice de la nuit avec son radar. Elle voit tout, elle entend tout, elle comprend tout. Et surtout, alors que la chauve-souris est plutôt un symbole négatif, alors là, ici à Nice, eh bien non, c'est un symbole positif. Pourquoi ? Parce que dès 1860, quand les hivernants, et notamment les Français, sont arrivés, et que Nice est devenue française, du jour au lendemain, l'administration française a remplacé l'administration piémontaise. Du jour au lendemain, il faut parler français. Et vous avez des fonctionnaires français qui disent « Oh, mais les Niçois sont idiots, stupides, ils ne comprennent rien. » Voilà, on nous traitait. Après, d'autres disaient « Ah, mais le Niçois, il est petit, noireau, Rabelais. » Et vous avez, oui, nous sommes petits, oui, nous sommes noireaux, tout ce que vous voulez, mais nous sommes des ratapignates. On voit tout, on entend tout, on sait tout, il ne faut pas nous prendre pour des cons. C'était un peu ça le message qui était donné par les Niçois et par ces
C'était un groupe, par Sénissois, qui avait réalisé le char de la Raté-Apollinaire. C'était un collectif. C'était plutôt des petits commerçants, etc., qui s'étaient cotisés pour financer ce char. Ce char a fait grand bruit sur le Corso, et à cette époque-là, il y avait déjà presque 70 000 personnes qui venaient assister au carnaval de Nice. Il était déjà très, très connu. Alors, les serres de l'Aix sont posées sur 3 boulets de canon. C'est aussi la symbolique à mon avis, des armoiries de la ville de Nice, où c'est l'aigle de la fête des comtes de Savoie qui est posé sur 3 collines. Voilà. Donc ça, elle mélange effectivement ces terres. Ici, on retrouve, voilà la tradition du paillasse, là avec les pêcheurs. Là, vous voyez le mannequin là en paillasse, ou arlequin, et les pêcheurs qui soient. Là, c'est la vespe, c'est la tradition, c'est en principe des instruments taillés dans des cours gourdons. Et c'est la musique des ténèbres, c'est la musique du charivari, et pour chasser des ânes de mort. Alors lui serait mon père, voilà, dans sa tenue de travail, en train d'ailleurs de faire la couronne du roi. Oui, elle fait penser à Tante Amiturine. Après, alors là, ça c'était dans mon livre, et c'était un chat qui s'appelait le Stockfish, et que mon père avait peint, et c'était j'adorais, d'abord, j'ai toujours défendu, il y avait un art pictural, dans les couleurs violentes, vives, du carnaval niçois, et là, on le voit, elle a retranscrit carrément ce coucourdon ou ce poivron, je sais pas. Après, il y a beaucoup de Pierrot et de Colombine. Et là aussi, il y a divers. Alors là, c'est vraiment les marchands de course à médias, tous ces personnages. Là, il y a l'aviation, les débuts de l'aviation. Il y avait eu un char sur Santos Dumont, roi de l'aviation, 1902-1903. Là, on peut voir. Oui, vous voyez l'aviateur. Martine Doitier a été touchée de la renommée que lui a valu cette œuvre riche et à laquelle elle avait tant travaillé. Son affiche est à présent considérée, avec celle de Gustave Adolphe Mossa, comme l'une des plus belles et des plus authentiques du carnaval de Nice. Elle a d'ailleurs été reprise en 1984 pour célébrer le centenaire du carnaval. Lors du carnaval de 1981, Annie Sidreau et Martine Doitier, très satisfaites de cette expérience, avaient envisagé de réaliser d'autres projets pour de futurs carnavals. Donc nous sommes en 1981, Martine vient de créer cette superbe affiche, et vraiment on avait un rituel bien sympathique, c'est que à la fin du Corso, eh bien on allait boire une petite coupe de champagne, bien sûr. Et là on refaisait le monde du carnaval, et alors je revois Martine. Elle dit, je te jure, je te promets que nous ferons un char de femmes ou un char, que les femmes feront un char au carnaval. Je te promets de faire un char de carnaval. Et voilà, donc quand j'ai vu Monsieur Martin, son automate, je me suis dit que ça ferait un beau char de carnaval. Et je sais que les carnavaliers seraient ravis de contribuer à mettre en œuvre ce beau projet. Alors, vive Martine et vive Carnaval. Quant au tableau original, accompagné de l'affiche qui en a été tirée et de leurs nombreux dessins préparatoires, ils seront en bonne place dans la salle qui sera consacrée au carnaval, dans la grande exposition rétrospective des œuvres de Martine Doitier, qui est en cours de préparation et qui se tiendra bientôt dans l'un des plus beaux musées de Nice.
Cette sculpture de Martine Doitier est énigmatique. Le personnage d'un tableau, peint en 1972 et appelé Le face-à-face, va s'incarner 3 ans plus tard, en 1975, dans un tronc de mélèze de 80 kg qu'elle va sculpter puis peindre et entourer de mécanique et de ferraille. Des mécaniques improbables qu'on retrouve dans des tableaux comme l'autoportrait aux horloges de 1972 ou À l'usine, peint en 1976. Elle rajoutera ensuite, au-dessus de lui, un second personnage assis, plus petit, et dont les bras et la tête sont animés par des mécanismes. Nous avons retrouvé récemment une liste annotée de la main de Martine, où elle avait choisi pour cette œuvre le nom de Monsieur Martin, en quelque sorte son double masculin. 2 personnages donc, pour Monsieur Martin. Un double, lui-même double. Une mise en abîme, récurrente dans l'œuvre de Martine, qu'on retrouve dans son dernier tableau, l'autoportrait, qui est un portrait d'elle, peignant un autoportrait. Dans cet ensemble, qui malheureusement n'est plus en mouvement car il doit être restauré, le grand personnage de bois, assis placidement, nous fait face et nous regarde de ses grands yeux angoissés. Il n'a pas de bouche. Avec le personnage du tableau Le face-à-face, ce sont ces 2 seules représentations humaines sans bouche. Dans l'interview, dans lequel elle décrit Monsieur Martin, elle ne parle pas de l'absence de bouche, comme une nouvelle mise en abîme. Ses pieds sont entravés par un amoncellement de pièces mécaniques. Derrière Monsieur Martin, le petit personnage, assis de profil, frappe bruyamment de ses marteaux métalliques les montres posées sur son établi. Lui a une bouche, mais elle est fermée et pincée. Un lampadaire, avec une énorme ampoule, chapeaute le tout et éclaire cet ensemble animé. Les 2 personnages sont entourés par un complexe et improbable mécanisme composé de roues en fer, en acier et en aluminium. Il y a un robinet, un tuyau et une chaîne de vélo, ainsi qu'un inattendu cadran de mano-vacuomètre, un instrument permettant de mesurer la dépression. Le vacuomètre est aussi appelé indicateur de vide. Mesurer le vide, ne pas pouvoir parler, avoir les pieds entravés et briser le temps. Cet automate, qui porte sur son vêtement le nom de l'artiste, recèle bien des mystères. Écoutons ce que Martine en dit dans une interview. La sculpture, c'était quand même un accident, puisque ça a été une envie un petit peu de sortir de la peinture et de concrétiser certaines choses, mais c'était un accident. Je crois que ce personnage-là, il s'est un petit peu créé tout seul, et je crois qu'il va exister très longtemps, en fin de compte, dans ma peinture. Je ne peux pas changer comme ça du jour au lendemain un personnage. En réalité,
Il a de grands yeux, il est toujours plus ou moins angoissé, il est toujours plus ou moins critique, et en fin de compte, ça c'est ce que moi je vois, c'est ce que moi je ressens. C'est toujours une histoire qu'on raconte, et on ne peut pas raconter l'histoire des autres, donc on raconte la sienne et par rapport à soi, donc il est évident que ça finit par vous ressembler. J'ai demandé la bourse de la fondation pour pouvoir acheter un énorme camion et pour pouvoir la mettre à l'intérieur et continuer cette sculpture, c'est-à-dire utiliser le camion en tant qu'environnement et sculpture en soi, c'est-à-dire que j'y mettrais de nouveau des mécaniques, des machines, des personnages, fabriquer réellement tout un monde autour de cette sculpture. Malheureusement, le projet de camion ne se réalisera pas. Quelques années plus tard, en 1983, la ville de Nice lui donnera un autobus à peindre, qu'elle écorchera pour, là aussi, montrer des mécaniques toujours aussi improbables. Mais l'étonnant Monsieur Martin sera bientôt restauré et retrouvera tous ses mouvements et le bruit de ses marteaux. Ainsi, l'unique sculpture de Martine Doitier pourra figurer en bonne place dans la grande exposition rétrospective de ses œuvres qui est en cours de préparation.